Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et je vais commencer par quelques questions de suivi, puisque je les ai proposées hier. D'abord, sur la discrimination à l'égard, enfin sur le fondement d'orientation sexuelle, d'identité de genre, j'ai bien entendu ce qui vous a été dit hier, mais à vrai dire, je n'ai pas très bien compris le sens de la réponse. Les questions que nous posions dans la question numéro 8, dans le point numéro 8 de la liste de questions, ne portaient pas sur le mariage entre personnes du même sexe, mais portaient sur la nécessité de combattre les stéréotypes et la stigmatisation largement répandue à l'encontre des populations homosexuelles, mais aussi de réviser l'article 338 du Code pénal qui criminalise les activités sexuelles privées entre adultes consentants du même sexe. Alors ma question c'est, est-ce que l'expression les valeurs civilisationnelles qui ont été invoquées par la délégation s'opposent à lutter contre la stigmatisation des personnes homosexuelles ou à abolir l'article 338 du Code pénal qui incrimine des comportements sexuels en privé? Vous avez vous-même dit, monsieur l'ambassadeur, que chacun faisait ce qu'il voulait en privé. Donc je voulais savoir si les valeurs civilisationnelles s'opposaient à ces recommandations. S'agissant de la peine de mort, je n'ai pas entendu de réponse sur la question de la commutation des peines. L'État parti avait pris un engagement, enfin, dans les réponses, nous dit en application du moratoire, les peines prononcées à l'encontre de ces personnes vont être commuées en peine perpétuelle. La question c'est quand. Il serait bon de ce point de vue de prendre un engagement de manière à ce que cet engagement ne soit pas remis constamment. Et puis enfin, sur l'IVG, j'ai évoqué rapidement une loi qui avait été adoptée, mais la délégation ne semble pas avoir relevé l'existence de cette loi, parce que mes informations sont erronées. J'ai cru comprendre qu'en novembre 2017, un projet de loi avait été déposé au niveau de la Commission de la Santé et des Affaires sociales de l'Assemblée nationale, et que finalement ce projet de loi, après plusieurs allers-retours, a été adopté en avril 2018 par l'Assemblée populaire et ensuite par le Conseil de Nation en mai 2018. La loi sera en vigueur, elle élargit les possibilités de recours à l'avortement en Algérie. Ma question était de savoir si dépénalisation totale de l'avortement dans ces conditions était envisagée. Voilà donc pour ce qui est de mes questions de suivi. J'en viens à mes questions du jour sur la liberté d'expression et sur la liberté d'association. Alors depuis que le comité a adopté ses précédentes observations finales, un certain nombre de développements sont intervenus, mais il ne semble pas que ces développements aient permis de faire avancer les libertés publiques. Selon les informations reçues, il semblerait même que ce soit plutôt le contraire, comme le montrent les deux lois couvertes par ces deux questions. Davantage qu'à une œuvre de libéralisation, il semble que ces deux lois participent à une tentative de mise au pas de la société civile, des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. Alors commençons avec la question 23, avec la loi organique numéro 1205 du 12 janvier 2012 relative à l'information. Nous avions demandé à l'État parti de nous livrer son analyse de la compatibilité de cette loi avec l'article 19 du PAC, et je remercie l'État parti pour ses explications. Je note aussi que l'État parti a accepté, sauf erreur de ma part, la recommandation faite à l'EPU, dans le cadre de l'EPU, de réviser cette loi pour la rendre conforme au PAC. Jusqu'à présent, aucune mesure n'a été à ma connaissance adoptée. Comme je l'ai dit, un certain nombre de dispositions, j'ai lu attentivement cette loi, apparaissent extrêmement problématiques au regard de l'article 19. L'article 2 donne le ton, désignant l'information comme une activité, pas comme une liberté, qui doit s'exercer dans le cadre des dispositions de la loi et de la réglementation en vigueur, c'est tout à fait normal, mais le moins c'est dans le respect d'un certain nombre de normes, ces normes étant désignées de manière extrêmement vague. Ce sont des catégories qui par ailleurs en soi peuvent être considérées comme problématiques au regard pour certaines de la liberté d'expression. Je pense en particulier au respect de l'identité nationale et des valeurs culturelles de la société, ou encore la souveraineté nationale et l'unité nationale, sont des notions extrêmement larges sur la base desquelles on doit interdire absolument tout propos. À cela s'ajoute à l'article 92 de la même loi l'obligation de respecter ce que l'État parti décrit comme, je cite, le respect d'exigences déontologiques et éthiques. Mais lorsqu'on regarde le contenu de ces exigences déontologiques et éthiques, on voit que ça va beaucoup plus loin que l'éthique ou la déontologie, puisque les journalistes ont l'obligation de respect, je cite, des attributs et des symboles de l'État,
ne peuvent pas porter atteinte à l'histoire nationale, ont interdiction de diffuser ou de publier des images et des propos amoureux ou choquants pour la sensibilité du citoyen. Outre ces limites excessives sur le contenu du discours, la loi fixe un certain nombre de conditions qui sont très restrictives par ailleurs quant à l'exercice même de la liberté d'expression. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je cite simplement les articles qui m'ont, disons, le plus intrigué. L'article 11 sur la délivrance d'un agrément pour l'autorisation de publication, l'article 22 sur les publications étrangères, l'article 23 avec les conditions pour être directeur de publication qui sont extrêmement restrictives, l'article 29 qui interdit d'être matériel direct et indirect de toutes parties étrangères, l'article 84 qui limite de manière drastique l'accès aux sources d'information, et l'article 121 qui est une curiosité sur laquelle j'aimerais l'avis de la délégation prendre l'origine, qui punit les comptes rendus sur les affaires judiciaires relatives à l'état des personnes et à l'avortement. Cette question de l'avortement. Alors cependant, cette loi est extrêmement restrictive, mais en pratique, il semble que ce soit toujours le code pénal qui constitue la principale base légale de restriction de la liberté d'expression dans l'État participant. Je reviendrai sur les chiffres tout à l'heure. Les dispositions du code pénal avaient déjà suscité d'ailleurs la préoccupation du comité il y a 10 ans, et on retrouve au fond ces dispositions, pour certaines légèrement amendées, mais toujours aussi problématiques. Je pense en particulier donc, aux articles 96, 144, 144 bis 2, 146, 296 et 298. Pourriez-vous à cet égard nous apporter vos commentaires sur les cas suivants qui paraissent particulièrement, les cas individuels sur la base desquels qui ont fait l'objet de condamnation, qui paraissent particulièrement problématiques. J'en cite 3, il y en a d'autres. Monsieur Hassan Bourras, membre dirigeant de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, poursuivi pour complicité d'outrage à corps constitué, après avoir filmé et publié des vidéos de témoignages de victimes d'abus policiers, condamné à 1 an d'emprisonnement. Le journaliste indépendant Mohamed Tamat, arrêté le 27 juin 2016 pour offense aux institutions et au président de la République, décédé en détention le 11 décembre 2016. Et puis, en janvier 2017, l'arrestation du blogueur Merzouk Touati, qui a été condamné à 10 ans de prison. Par ailleurs, nous remercions évidemment l'État partie, s'agissant de ces dispositions du Code pénal, d'avoir fourni dans son rapport des statistiques détaillées sur le nombre de plaintes et condamnations au titre des articles de ce Code. Ces chiffres, je dois dire, sont en soi assez inquiétants, car ils montrent que ces dispositions, loin d'être symboliques, et au-delà des quelques cas que j'ai cités, sont effectivement appliquées dans un très grand nombre de cas. 7000 plaintes, 5000 condamnations chaque année en moyenne, ce qu'il est convenu d'appeler des délits d'opinion, c'est tout de même énorme. J'en viens maintenant à la question 25 sur la liberté d'association, et là, je dois dire que même étonnement à la lecture de la loi numéro 1206 du 12 janvier 2012 sur les associations. Je remercie à nouveau l'État partie pour ses explications détaillées qui figurent dans ses réponses. Mais je note que sous l'empire de cette loi, comme de la précédente, un certain nombre d'associations sont toujours en attente d'une reconnaissance légale. Quelques cas, encore une fois, l'association des femmes de Kabylie, l'association SOS Disparu, la Ligue Amazigh des droits de l'homme, qui sont toujours en attente d'un agrément. De même, selon les informations reçues, cette opposition à l'agrément d'un certain nombre d'associations se prolongerait sur le plan international, notamment dans le cadre du comité des ONG, puisqu'un certain nombre de ces associations non reconnues en droit national seraient toujours en attente de l'octroi du statut consultatif auprès du Conseil économique et social. Alors pour ce qui est de cette loi, un certain nombre de préoccupations demeurent. Là aussi, je ne vais pas citer toutes les dispositions, simplement donner des exemples pour peut-être susciter quelques réponses de la part de la délégation. Bon, la loi commence déjà avec l'exposé de principes généraux qui sont en soi assez préoccupants, puisqu'il est dit que l'objet et le but de l'association doivent s'inscrire dans l'intérêt général et ne pas être contraires aux constantes et aux valeurs nationales. Alors on retrouve les valeurs nationales qui sont quelque chose d'extrêmement vague qui potentiellement permet d'interdire toute association en fonction de l'interprétation que l'on fait de ces valeurs. La création des associations ne s'opère pas selon un régime de déclaration
qui est le régime de liberté, mais plutôt d'autorisation. Je ne rentre pas dans les détails, mais en pratique, la procédure a conduit à ce que de nombreuses ONG n'aient jamais reçu de réponse à leur demande d'agrément, jamais obtenu de récépissé d'agrément qu'elles avaient sollicité. La loi, par ailleurs, restreint considérablement la coopération avec les associations étrangères, puisque cette coopération doit être subordonnée à l'accord préalable des autorités compétentes, selon l'article 23 de la loi. L'article 30 interdit à toute association de recevoir des fonds provenant de légations et d'ONG étrangères. Le financement doit être soumis à l'accord préalable de l'autorité compétente. Et ce qui me semble peut-être le plus préoccupant, c'est que les associations vivent avec une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisqu'elles sont constamment menacées de dissolution, je cite, en cas d'ingérence dans les affaires internes du pays ou d'atteinte à la souveraineté nationale. Je trouve ces concepts extrêmement vagues. Article 39. Autre épée de Damoclès, là qui pèse sur les membres de dirigeants d'associations non enregistrées ou dissoutes, avec l'article 46 qui expose donc ces personnes à des poursuites, y compris à des peines de prison. Alors, j'en viens à la dernière question relative à cette loi, qui est celle de l'article 70, qui fait obligation aux associations constituées sous l'empire de la précédente loi de se conformer aux dispositions de la précédente loi, de cette loi de 2012, dans un délai de 2 ans. Il y a une procédure qui est mise en place avec la recherche, donc une obligation de dépôt d'un dossier qui doit, dans un certain délai, susciter alors soit un agrément, la délivrance d'un récépissé, soit une décision de refus motivé. En pratique, semble-t-il, cette formalité a été l'occasion pour l'administration de refuser la reconnaissance légale d'un certain nombre d'associations, y compris donc à travers des absences de réponse ou des refus de renouvellement de l'agrément dans le contexte de la loi actuelle. Je cite juste 4 cas sans rentrer dans les détails, pour des raisons de temps, mais on attend évidemment la délégation éventuellement à répondre, soit par oral, soit par écrit, sur ces cas et nous donner des précisions. Le cas de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, le cas du Rassemblement Action Jeunesse, et puis, enfin, le cas de 2 associations qui ont subi par ailleurs un certain nombre d'interventions dans leurs activités, Femmes algériennes revendiquant leurs droits, FARD, et AFEPEC, Association féministe pour l'épanouissement de la personne à l'exercice de la citoyenneté. Voici donc les quelques cas que je vous soumets, et je vous remercie d'avance pour vos réponses spécifiques. Je vous remercie, monsieur Politi. 1 minute. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais donner un bienvenue à la délégation algérienne, remercier la délégation pour les réponses qui ont été fournies jusqu'à présent. Je voulais simplement faire une observation et poser une question sur un point spécifique qui a été touché très brièvement hier dans notre débat, c'est-à-dire sur le point de la ratification ou non ratification du statut de l'homme international. Bien sûr, j'ai bien entendu la réponse du distingué chef de la délégation. L'Algérie n'a pas ratifié le statut de l'homme parce que l'Algérie était obligée de s'abstenir de la ratification suite à une décision de l'Afrique. Alors maintenant, je dois dire que je ne suis pas au courant d'une décision de ce type prise par l'Union africaine et dont je serais reconnaissant à la délégation si vous voulez préciser de quelle décision il s'agit. Bien entendu, la décision de ratifier ou de ne pas ratifier un traité international est une décision souveraine de l'État. On peut simplement souhaiter que l'Algérie ratifie un traité comme le statut de l'homme à l'international qui concerne le respect du droit humanitaire, mais aussi la protection des droits de l'homme. Mais comme je dis, je ne suis pas au courant du fait que l'Union africaine a pris une décision qui demande, qui impose, qu'il y a eu un accord dans l'Union africaine de ne pas ratifier le statut de Rome. Alors, je suppose une clarification de la part de la délégation serait la bienvenue. Merci. Merci. Et dernièrement, M. Benachou. Merci, madame. Alors, très rapidement, je voudrais revenir
Le problème de la charte sur la paix et la réconciliation, je ne reprends pas ce que j'ai dit hier. Personnellement, je trouve qu'un État doit mettre fin à une guerre civile. C'est la première de ses obligations, parce que le droit à la paix, c'est le premier droit de l'homme. On ne le dit pas assez. Le droit à la paix, c'est le premier droit de l'homme, le droit à la paix sociale. Maintenant, je voudrais quand même attirer l'attention que ce droit à la paix peut avoir ou peut provoquer des dommages collatéraux. Il y a des victimes, il y a des mères, il y a des enfants qui ont perdu leurs proches. Et nous avons, en ce qui concerne la tragédie algérienne, des mères qui attendent non pas une indemnisation, l'indemnisation est reconnue par l'ordonnance et elle a été pratiquée, elles attendent tout simplement le droit à la vérité. Je pense que sur ce plan, ces mères en particulier, qui sont des victimes, qui depuis longtemps luttent pour la vérité, uniquement la vérité, ont droit à être entendues. Et je pense que le gouvernement algérien devrait faire un effort spécifique et spécial, en particulier pour ces mères à la recherche de leurs enfants, et donc ouvrir une enquête réelle sur ces problèmes-là. Deuxième question que je voudrais poser, c'est au sujet des LGBT, c'est-à-dire de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Je voudrais dire à la délégation algérienne que je connais les sociétés. Les sociétés ont un regard extrêmement méprisant, extrêmement révulsif vis-à-vis de ces comportements que nos sociétés jugent comme des comportements antisociaux. Mais ces jugements sont basés sur une certaine ignorance de l'évolution des sciences humaines, des sciences psychiques, des sciences biologiques, etc. Ces sciences, aujourd'hui, nous disent que l'orientation sexuelle et l'identité de genre ne sont pas des déviations sociales, ne sont pas des perversions sociales. Ce sont des comportements qui sont dans la nature biopsychologique de ces individus. Par conséquent, ce que le comité demande, ce n'est pas de reconnaître le mariage gay ou de reconnaître publiquement les comportements. Ça va demander beaucoup de temps, parce qu'il faut rompre avec une certaine mentalité sur la base des sciences qui nous enseignent que ces comportements ne sont pas des comportements antisociaux, mais des comportements naturels, qui sont nés avec le personnage, qui sont nés avec la personne en question. Ce que le comité demande surtout, c'est la dépénalisation de ces comportements. Parce que si ces comportements sont des comportements qui sont inscrits dans les gènes de cette personne, il devient injuste de les sanctionner pénalement. Voilà quelle est la demande du comité, et je voudrais donc lever le malentendu qui pourrait peser sur cette question pour certains qui croient que le comité va demander aux États de reconnaître les mariages gays et des choses comme ça. Non, il s'agit de la dépénalisation. Le problème se pose dans plusieurs pays du monde, notamment dans les pays du Maghreb, et donc c'est cette demande-là qui doit être satisfaite. Et je voudrais faire remarquer à ce propos à monsieur le chef de la délégation que dans ces matières, vous avez dit hier que l'État ne peut pas courir plus vite que la société. Dans une certaine mesure, vous avez raison, mais dans une autre mesure, les sociétés ne peuvent pas évoluer si l'État ne court pas parfois plus vite que les sociétés. Parfois, un État doit courir ou doit aller plus vite que sa société s'il veut modifier les représentations sociales, les comportements sociaux, les mentalités. Donc, une société évolue avec l'apport de ses intellectuels, de ses penseurs, mais également avec l'action de l'État. Et je crois que l'État algérien devrait jouer un rôle sur cette question-là. Je voudrais maintenant, si Ahmed, vous poser une question à propos de la clause de pardon. Il me semble que dans le code pénal algérien, un violeur qui épouse la femme qu'il a violée échappe aux poursuites. Ah, d'accord. Alors à ce moment-là, s'il en est ainsi, et donc ce que vous avez dit, vous confirmez ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'en matière criminelle, je croyais que la législation algérienne était, comme toutes les législations dans plusieurs pays arabes, qui faisait échapper aux poursuites
le violeur en cas de mariage avec la violée. Merci de nous mettre les pendules à l'heure. Une dernière question, s'il vous plaît. Nous avons été saisis d'une demande de la part de l'association, je vais le dire en arabe parce que j'ai le document en arabe, جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر. C'est une affaire qui remonte aux années 75. Le document existe dans les rapports. On demande de l'indemnisation des victimes, on demande des réparations. Je voudrais tout simplement avoir la réaction de la délégation sur cette demande. Le document a été déposé donc sur le site officiel du commissariat. Je voudrais tout simplement avoir le commentaire de la délégation sur ce problème défendu par l'association de défense des Marocains victimes ou expulsés d'Algérie ou quelque chose comme ça. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Bien, donc la délégation s'apprête à présent à répondre sans transition aux questions. Je vous remercie. Vous avez la parole. Madame la Présidente, et avec votre permission, je suis en train de regarder l'heure. Je pense que nous pourrions disposer au moins en termes d'équité d'1h20, comme le temps qui a été alloué aux experts pour pouvoir justement tenir ce débat contradictoire qui ira dans la franchise. À certains aspects des déclarations, j'ai cru ne pas me retrouver dans le pays où je vis. Tellement les allégations et tellement les propos me semblaient excessifs, et tout ce qui est excessif, vous connaissez la suite. Je vais reprendre par la dernière question, monsieur l'expert, pour parler de ce contentieux algéro-marocain. L'éloignement des ressortissants marocains du territoire algérien en 1975 a été décidé en application d'un principe de réciprocité suite à l'expulsion massive de ressortissants algériens du Royaume du Maroc et de l'expropriation de leurs biens en vertu du Daïr du 2 mars 1973, 2 années avant. Le dit Daïr stipulait que la propriété de toutes les terres agricoles ou à vocation agricole appartenant à des personnes physiques ou morales de nationalité étrangère sera transférée à l'État marocain. C'est ainsi que plus de 200 Algériens propriétaires ont été dépossédés manu militari de leurs exploitations agricoles sans indemnisation ni compensation. Cette opération qui a touché donc ce nombre de propriétaires couvrait 20 000 hectares de terres agricoles. S'agit à cela les propriétés de l'État algérien acquises avant l'indépendance de l'Algérie, qui englobe si bien acquises sous des prêtements pour les considérations que vous imaginez, durant la guerre de libération. Il est à souligner que cette opération a épargné beaucoup d'autres nationalités. Un principe de discrimination. À qui aucune parcelle de terrain n'a été spoliée et que les Français et récemment les Italiens ont été indemnisés à la suite de cette mesure. Il est clair que les propriétaires algériens ont été lourdement impactés par cette opération de nationalisation et que, contrairement aux autres nationalités, les citoyens algériens n'ont pas reçu d'indemnisation. Selon la partie marocaine, les mesures adoptées par l'État algérien en 1975 auraient touché 844 propriétaires marocains, dont 144 sont inconnus, couvrant 860 biens. À la différence de ceux qui détiennent des titres réels de propriété, les ressortissants marocains éloignés en 1975 et pour lesquels des dédommagements ont été demandés ne disposaient pour que peu d'entre eux de titres de propriété. Dans la tentative de résoudre cette question bilatérale, l'Algérie et le Maroc ont tenté donc de régler ce contentieux des biens dans le cadre des revendications respectives. Des commissions mixtes ont été installées et bien sûr les représentants des deux pays se sont retrouvés dans des commissions consulaires aussi bien à Rabat qu'à Alger. La dernière tentative du genre remonte en juin 2003. Une commission mixte chargée des affaires consulaires et sociales a été créée en juin 2003 lors de la visite du ministre des Affaires étrangères marocain, M. Mohamed Ben Issa. Dans le cadre de cette commission, les deux parties sont convenues à échanger par voie diplomatique la liste des biens et des personnes de part et d'autre. Cependant, et dans une tentative d'échapper à ses obligations par rapport aux ressortissants algériens expropriés et spoliés, le gouvernement marocain a publié un Daïr le 14 février 2006
dans lequel il introduit la possibilité de présenter des demandes d'abrogation des dispositions du DAER de 1973 concernant l'expropriation des biens de ressortissants étrangers. La partie algérienne considère cette mesure unilatérale alors qu'on était en négociation, visant à torpiller les efforts consentis dans le cadre du mécanisme bilatéral, visant à trouver une solution globale à ce contentieux et remplacer le dit mécanisme sur lequel on s'était entendu par un examen au cas par cas, mené exclusivement par la partie marocaine. De ce qui ressort, comme je vous l'ai mentionné ici, les documents sont publiables sur les textes pris par les autorités marocaines, la partie algérienne a marqué sa disponibilité à continuer à travailler sur ce dossier, mais nous n'avons pas été les premiers à exproprier la partie marocaine, et comme je le disais tout à l'heure, la quasi-majorité des citoyens marocains qui étaient établis en Algérie n'étaient pas détenteurs de titre de propriété, puisqu'ils travaillaient dans un magasin ou travaillaient la terre qui appartenait à un ressortissant algérien. Donc, cette question nous a été posée par le comité sur les travailleurs migrants et nous avons apporté les mêmes éléments de réponse. Dans le temps qui me reste, je vais répondre à une bonne partie de la cinquantaine de questions. J'espère pouvoir avoir suffisamment de temps pour le faire. Mon collègue du ministère de l'Intérieur prendra en charge la partie relative aux libertés associatives, de réunions, de manifestations, mais je me permettrai également de faire quelques indications sur les questions liées à la coopération avec les ONG internationales, ainsi que la mise en conformité. Pour que ce soit très clair, la loi de 2012 n'a pas sollicité des ONG algériennes de solliciter un nouvel agrément. Elle a demandé une mise en conformité avec les dispositions nouvelles. Le souci qui s'est posé pour certaines d'entre elles, alors que si vous voyez numériquement, le nombre des ONG avant 2012 et après 2012 a augmenté. Mais le souci qui s'est posé pour une bonne majorité d'associations, parce que beaucoup d'entre elles reçoivent des financements publics, des subventions, et que recevant des financements publics, comme partout ailleurs, ces ONG devaient présenter aux autorités, avec un audit d'un commissaire aux comptes, l'argent qui leur a été attribué. Où est parti cet argent? Les ONG, pour certaines d'entre elles, mais ce n'est pas la majorité, n'ont pas été en mesure de produire quel a été l'usage fait par l'argent public. Ce n'est pas nous qui avons inventé ce système. C'est un système où, à chaque fois que vous recevez de l'argent public, vous devez en justifier l'usage et certifié par un commissaire aux comptes. Donc, ce sont ces ONG qui disent qu'il y a restriction s'agissant. Le deuxième cas d'ONG qui se pose, c'est qu'il arrive pour certaines d'entre elles de se disputer le leadership de la direction de l'ONG. Le ministère de l'Intérieur ne peut pas se prononcer sur ces cas. Le ministère de l'Intérieur les renvoie vers la justice, d'aller devant le tribunal administratif et de régler leur contentieux. Celui qui sera détenteur d'une décision de la justice sera effectivement, sa situation sera réévaluée et donc son agrément reconduit. Donc ce sont ce genre de situations qui se posent pour certaines ONG, mais ce n'est pas le cas. Mon collègue vous donnera un pourcentage sur le total des demandes sollicitées, l'infini pourcentage de celles qui ne sont pas conformes, non pas parce qu'elles ne répondent pas à la loi, parce que leur dossier constitutif n'est pas celui qui est requis par l'administration. Pour la coopération avec les ONG étrangères, il existe dans le cadre du réseautage international, bien sûr, des ONG internationales qui sont en relation avec les ONG algériennes. Ce que l'autorité et ce que la loi a prévu, c'est que l'ONG internationale qui cherche à se connecter à l'ONG algérienne, les financements mis à la disposition doivent être en conformité avec le but de l'ONG considéré. Vous êtes une ONG qui travaille sur les handicapés internationale, vous voulez travailler avec une ONG, il faut que ce soit avec votre mandat. Vous ne pouvez pas, sur la base de ce financement, parce que cette ONG s'occupe des minorances personnelles, il faut que ce soit avec. La deuxième idée, c'est la traçabilité des financements. Nous sommes aussi tenus par un autre organe qui est un organe des Nations Unies sur la traçabilité des financements à l'international. Nous devons savoir qui finance qui et dans quel objectif. Donc, que l'ONG qui sollicite un financement doit préalablement déclarer au ministère de l'Intérieur qu'une ONG internationale est prête à lui donner de l'argent
dans le cadre d'un projet qui s'articule avec le mandat de l'ONG algérienne. On ne peut pas changer en milieu de route des attributs ou une compétence ou un mandat au motif que l'ONG internationale nous donne de l'argent. Donc la question de la traçabilité des financements est une question qui se pose dans tous les systèmes et dans tous les pays. Et les États sont tenus de suivre l'argent qui vient de l'étranger, qu'il soit, comme il est interdit aux partis politiques, on est très regardant s'agissant quand il est destiné à des associations. La loi sur l'information, je remercie l'expert qui a posé la question, est-ce que l'Algérie, au niveau de l'UPR, avait dit qu'elle... Au niveau de l'UPR, si ma mémoire est bonne, nous avons reçu 228 recommandations. Nous en avons accepté 178, si ma mémoire est bonne. Celles qui ne l'ont pas été, ce sont celles qui nous avaient été posées dans l'exercice premier et deuxième. Nous avons dit pourquoi elles n'emportaient pas notre adhésion. Nous avons en chantier, justement, un projet de loi, justement, à la faveur de la révision constitutionnelle, un projet de loi sur le code de l'information qui va apporter et qui va améliorer l'actuelle texture du code de l'information en vigueur depuis et qui justement mettra en place un certain nombre d'autorités qui étaient prévues et qui seront améliorées. Sur les questions liées à la déontologie, nous n'inventons rien, nous nous inspirons de ce que font les autres. Nous avons aussi nos propres référents. Je l'ai dit hier, il y a le parcours historique de l'Algérie n'est pas le parcours historique d'autres pays. Nous avons nos propres référents. Et ces référents sont mentionnés dans la Constitution et dans toutes les lois subséquentes. Sur les cas particuliers signalés, Tabora, Starmat et Merzouk, nous pourrions vous donner des indications. Mais ce que je peux dire, c'est que nous avons été saisis par les procédures et nous avons apporté les réponses circonstanciées sur chacun ces cas. Et les réponses fournies sont disponibles au niveau du secrétariat et au niveau des mécanismes en charge qui nous avaient saisis, soit à titre individuel, soit au titre d'appel conjoint. La liberté religieuse, au sujet d'une mosquée qui aurait été construite au niveau de Blida. Ce n'est pas une mosquée au sens où l'on peut le deviner toute faite, toute finie. Je l'avais dit hier, construire une maison ou un garage ou n'importe quoi, il faut avoir un permis de construire. C'est valable aussi pour construire une mosquée au sens islamique du terme, si on peut appeler ça. Les gens qui ont commencé à faire les travaux devaient afficher une pancarte dans laquelle il est spécifié de quoi il consiste, quelle est l'autorisation municipale, l'enquête commodo-incommodo, etc. C'est valable pour tous les sites. Donc, la décision de ne pas ouvrir cette mosquée a été prise par le maire de la ville pour solliciter que les gens doivent se conformer et revenir et que qui construit une association avez-vous un agrément? Vous n'avez pas d'agrément, vous n'avez pas de permis de construire. Ce n'est pas l'anarchie. L'état de droit fonctionne avec des règles. Dans une autre époque, on parlait de contrat social, etc. Aujourd'hui, l'état de droit fonctionne avec des règles. Et si personne ne les respecte, c'est l'anarchie, ça devrait être opposable à tout le monde et que chacun, dans son rôle, doit respecter les règles de la société. Ce qui importe le plus sur toutes les thématiques, c'est que cela donne la possibilité aux citoyens ou à l'association de pouvoir recourir à la justice. Nous avons des cas d'associations, puisque j'en reviens, qui n'ont pas pu avoir soit de récépissé, soit d'agrément, et qui sont partis devant le tribunal administratif et qui ont obtenu un jugement, ils se sont présentés au ministère de l'Intérieur et ils ont eu leur agrément. Ce qui compte, c'est de donner la possibilité de voie de recours aux citoyens, aux associations ou toute personne qui s'estime lésée, de pouvoir accéder à la justice dans les délais et de pouvoir bénéficier ou d'être rétablis dans leurs droits. Sur certaines personnes citées et qui auraient été arrêtées, entre guillemets, harcelées, l'importation du livre religieux en Algérie est réglementée, y compris pour le livre religieux en relation avec l'islam. Nous avons eu une littérature religieuse en Algérie qui a fait des ravages. Et toutes ces fatwas djihadistes, 200 000 morts, nous ne sommes pas prêts d'oublier tout ce qui s'est passé en Algérie. Donc quand on parle de réconciliation, quand on parle de paix, ce n'est pas quelque chose qui sort du néant. Le livre religieux en Algérie est réglementé. Et c'est valable, y compris dans le salon international du livre, où tous les livres arrivent spécifiquement pour le livre religieux. Bon, la littérature doit être lue. Et tel conforme reflète-t-elle ce discours de
du juste milieu de la tolérance. Donc avoir 50 livres non déclarés, importés de manière frauduleuse, on doit vous poser des questions. Comment ces livres vous les avez fait entrer? Vous qui venez avec un visa touristique, comment pouvez-vous importer 50 livres? Et nous sommes en droit de demander de l'origine et de l'usage qui en est fait. Sur la question des non-jeûneurs, je ne sais pas si l'on parle de situations ou de cas où des citoyens avec d'autres citoyens ont eu des altercations, et ça arrive. Je n'ai pas une connaissance que cela ne puisse pas arriver. Mais moi, je voudrais savoir s'il y aurait, et mon collègue du ministère de la Justice est là, de nous dire s'il y a des cas dans lesquels l'action publique a été engagée ou des gens ont été condamnés pour n'avoir pas jeûné. Mais il y a des règles dans la société. Vous ne jeûnez pas, ce n'est pas une façon dans une société de venir dans un lieu où les gens sont assis alors que les gens jeûnent, que vous venez avec une cigarette ou que vous preniez votre sommeil. Je crois que la moindre des corrections est plutôt de s'abstenir devant le public de le faire, mais faites-le dans l'endroit où vous ne dérangeriez personne. Sur la question des massacres et des enquêtes, effectivement, l'Algérie a connu, lors du pic de la criminalité terroriste, un certain nombre de massacres collectifs qui ont affecté des zones isolées. Mais je crois que les comptes rendus de la presse ont rapporté les procès qui ont été faits, des personnes qui ont été arrêtées, qui avaient été impliquées. Quand l'on parle de Reims ou de Bantara, à chaque fois qu'un élément d'un groupe qui a participé à ces massacres a été arrêté, son identité révélée, ces personnes ont été présentées à la justice et ont été condamnées. Donc je m'interroge toutefois de dire qu'il n'y aurait pas eu d'enquête et qu'il n'y aurait pas eu de condamnation en relation avec les massacres qui étaient intervenus durant la décennie 90. Sur la question de l'enfance et de la loi sur l'enfance, depuis la promulgation de la loi sur l'enfance, il a été procédé à l'installation d'un délégué national, c'est une femme, un délégué national à l'enfance, à la mise en place du comité d'orientation, ce délégué national est une magistrat professionnelle, à la mise en place du comité directeur qui regroupe et l'institutionnel et la société civile majoritairement, à l'adoption d'un plan de travail, et cette institution rattachée directement au Premier ministre fait un travail transversal directement avec donc ses démembrements au niveau territorial et à chaque occasion que cela se passe décline un programme qui est porté à la connaissance du public. J'aimerais parler de deux sujets, des réfugiés, des migrants et de la circulation. Comme dans tous les pays du monde, vous ne pouvez quitter le territoire ou entrer dans un territoire que si vous êtes détenteur d'un document de voyage, que si vous avez le visa d'un pays où vous voulez vous rendre, et que si vous savez aujourd'hui les compagnies aériennes, si vous n'avez pas un titre de retour, elles risquent d'avoir une amende par le pays où vous allez. Donc quitter le territoire doit se faire par les points de frontière internationalement identifiés. Vous ne pouvez pas passer la frontière par un point qui n'est pas un point déclaré. C'est valable chez moi, c'est valable un peu partout ailleurs. Donc, la sanction ou l'incrimination de quitter le territoire par un point de frontière sans document de voyage, sans visa et sans titre de voyage, ce n'est pas quelque chose qui nous est propre en Algérie, mais je pense que tous les pays invitent leurs citoyens à disposer des documents y afférents pour pouvoir quitter le territoire et séjourner dans un pays étranger. Maintenant, sur les réfugiés et les migrants. J'avais parlé hier de la position géographique de mon pays. Au-delà de toute cette menace que nous avons, la menace du terrorisme, et de ses implications sur la sécurité régionale, nous subissons une pression migratoire terrible. La situation en Libye, hélas, et là on s'interrogerait bien sûr de ceux qui sont responsables de cette situation, a conduit à une reconfiguration des routes migratoires vers l'Europe. Mais aujourd'hui, avec la mise en place de nouveaux dispositifs par l'Union européenne, parfois avec le concours de certains pays, la pression migratoire s'exerce sur mon pays. Nous avons quelque chose comme 500 tentatives d'introduction de migrants en Algérie par jour. Nous avons 90 000 par an. L'Algérie est une terre d'accueil, d'asile, d'hospitalité.
de protection à tous ceux qui ont un besoin international de protection et sont éligibles, je répète bien, éligibles à la protection internationale. La Convention de 51 et le protocole de 67 en définissent les cadres. Je ne m'étalerai pas sur l'historique de mon pays sur la question de l'asile. Nous avons effectivement mis au lendemain de l'indépendance un bureau qui s'appelle le BAPRAS, justement qui est en charge de cela. Et nous avons initié une loi sur l'asile, la patrie, qui est dans le pipe pour aller justement à l'examen. Seulement, cette pression migratoire qui s'exerce sur nous et la reconfiguration au niveau régional appelle de notre part de prendre suffisamment de temps pour pouvoir faire une loi qui soit applicable. La situation dans le Sahel et la pression migratoire nous commandent de ne pas se tromper ni dans l'évaluation, ni dans les critères, et encore moins sur l'aboutissement des demandes. Un bureau HCR en Algérie est présent depuis des décennies. Les personnes éligibles à la demande de l'asile et demandeurs d'asile et les réfugiés y déposent leur demande. Je vous renvoie aux propos de son représentant en Algérie ainsi qu'aux représentants de l'Organisation internationale des migrations qui viennent, il y a à peine 3 jours, de faire et d'accompagner quelques migrants du Niger qui ont été rapatriés vers leur pays. Et là, je saisis l'occasion pour dire que l'ensemble des migrants qui sont reconduits dans leur pays se font avec l'accord du pays d'origine. Parce que nous ne pouvons pas rapatrier des personnes si nous ne les avons pas identifiées, s'ils ne sont pas détenteurs d'un laissez-passer délivré par leur consulat. Donc ces opérations sont menées dans la transparence médiatiquement couverte. Encore, je regardais la télé la veille de ma venue ici. Les témoignages du représentant de l'OIM qui a démenti de manière solennelle les propos s'agissant que l'Algérie aurait laissé des migrants en plein désert. Et le représentant du HCR qui a parlé de la généreuse politique en matière d'asile de l'Algérie. Donc cela ne reste que des allégations démenties par les représentants d'organisations des Nations Unies qui disent que ces propos n'engagent que les gens quand ils sont retenus. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le marché de la traite humaine dans le Sahel, il faut que vous le sachiez, rapporte 150 millions d'euros à toutes ces bandes criminelles qui ont infesté la zone du Sahel. C'est un véritable business. Ils convoient des personnes et les ramènent à côté de la frontière et les laissent en plein désert. Mais ces personnes ne sont jamais rentrées dans le territoire algérien. Deuxièmement, si on revient au droit international sur les réfugiés, vous ne pouvez pas traverser 4 pays et arriver à la frontière algérienne si vous vous présentez à un point de frontière pour demander l'asile. Que dit le droit international par rapport au pays que vous avez traversé? Donc, le souci qui se pose pour la migration, qui est une problématique qui ne peut pas être résolue par l'Algérie toute seule, c'est un problème plus complexe, plus difficile, qui appelle une solution plus globale. Ce compact qui est actuellement en voie de discussion et qui doit aboutir à la fin de cette année, initié il y a 2 ans par l'Assemblée générale, justement, se propose de donner quelques pistes pour atténuer les effets de la migration. Il y a des aspects positifs. La migration aujourd'hui rapporte plus que l'aide publique au développement, c'est plus de 500 milliards de dollars de transfert de personnes. Il y a des aspects positifs. Mais je dirais que la question de la migration, le grand problème qui se pose, c'est que les migrants ne sont protégés par aucun texte. Il n'y a pas de texte pour la migration. Il y a la Convention sur les travailleurs migrants qui n'est pas ratifiée universellement. Ça pose un autre souci, c'est un autre débat, c'est un traité de droits de l'homme. Mais la migration dans l'absolu, les migrants n'ont aucune protection internationale. Ils ont la protection des minima de l'humanité, de la torture, de la servitude, etc., etc. Mais à part ça, la communauté internationale devrait réfléchir. Nous, en tant qu'Algérie, nous poussons sur cela, mais nous ne sommes pas écoutés pour d'autres considérations que l'actualité, au jour le jour, nous rappelle. La question migratoire est aujourd'hui suffisamment documentée pour que chacun d'entre nous ici présents puisse avoir une idée. Je voudrais revenir un peu, mais brièvement, sur la question des Sahraouis qui se trouvent en Algérie. J'avais hier exposé et dit quel était le fondement de la présence des Sahraouis. Il s'agit d'une question de décolonisation qui n'a pas été menée à son terme
et que le territoire annexé, illégalement occupé, a produit des réfugiés qui sont dans mon pays. Nous nous devons de leur procurer, de leur donner l'asile, la protection et l'assistance jusqu'à ce que les conditions qui ont motivé leur départ puissent être réunies. Et j'en appelle encore une fois à ce que cette question de droits de l'homme, qui ne figure pas, hélas, dans le mandat de la MINUSO, puisse être élargie. Et à chaque session et réunion du Conseil de sécurité, nous appelons à ce que ce mandat soit élargi au chapitre des droits de l'homme. Et là, nous pourrions, par un organe de droits de l'homme, avoir une véritable radioscopie, une véritable photo de qu'en est-il des allégations et quelle est la réalité. Vous savez, dans ce processus, il y a ce qu'on appelle les mesures de confiance qui ont permis par le Haut Commissariat aux réfugiés de permettre à des réfugiés sahraouis en Algérie, avec le Haut Commissariat, par avion, de se rendre dans le territoire occupé, et des Sahraouis qui se trouvent sous occupation dans le territoire sahraoui de venir voir leurs proches en Algérie. Donc ces allégations de torture, de disparition, d'exécution sommaire qui nous sont racontées et que nous lisons à flot parce que ça fait un peu le buzz, la réalité c'est celle-là. Ce n'est pas la nôtre. C'est les rapports du Haut Commissariat aux réfugiés qui le disent. C'est les rapports du représentant spécial du secrétaire général qui le présente au Conseil de sécurité. Ce n'est pas la délégation algérienne. C'est une documentation Nations Unies. Et vous êtes les Nations Unies. Et vous êtes dans un organe des Nations Unies. Donc la plus complète information, c'est celle qui est dans la documentation des Nations Unies. Je conclurai par la question du statut de Rome. Effectivement, l'Union africaine est un sommet de chefs d'État a pris cette décision. Vous pouvez aller sur le site de l'Union africaine et vous trouverez toute cette documentation. Mais au-delà de cela, je crois que depuis la mise en place de la Cour de La Haye, les affaires qui ont été traitées et jugées donnent une idée un peu sur comment que le rendu se fait, sur quel cas on a statué, quelles sont les personnes qui ont été poursuivies, d'où viennent ces personnes, quelle est leur zone géographique. Je ne m'étalerai pas et je ne ferai pas de commentaires sur la machine judiciaire en elle-même, mais vous imaginez très bien que sur un certain nombre de crimes de masse commis et pour lesquels aucune poursuite n'a été engagée et qui sont au quotidien. Mais hélas, d'autres dispositifs et d'autres mécanismes se mettent en place pour paralyser l'action du Conseil de sécurité ou d'engager des procédures. On a même vu dans des pays où la loi a été amendée pour que la compétence universelle ne puisse pas se mettre en route. Sur les cas individuels qui ont été soumis à l'Algérie, mon collègue développera tout à l'heure, c'est lui le magistrat et c'est lui le professionnel. L'article 46 parle des poursuites. Peut-on me citer un cas d'un citoyen algérien qui aurait critiqué, qui soit dans un parti, dans une association, qui est poursuivi parce qu'il a dit « moi je ne suis pas d'accord avec la charte », etc. etc. Peut-on me donner un cas qui a été soumis au comité et que cette personne a été poursuivie, qu'elle a été sanctionnée? Donc pour revenir un peu à la liberté d'expression, les gens sont libres de s'exprimer. Tout le monde ne partage pas la même chose. Je vous ai dit 97% de la population du corps électoral qui a voté a dit oui, 3% qui se sont exprimés ont dit non. C'est leur droit de dire non. Mais les gens ils ne sont pas poursuivis parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la charte pour la paix et la réconciliation. Sur les cas individuels, ce n'est pas le fait de dire qu'il y ait une disposition qui rend irrecevable vous dispense d'aller vous présenter et de suivre toutes les procédures internes. Ce n'est pas parce qu'il y a une disposition que je vais directement dans un mécanisme international. Les voies de recours internes ont-elles été épuisées ou non? C'est ça. Nous sommes dans un organe de droit et le droit doit être observé dans l'ensemble des étapes qu'il a prévues. Je vais passer la parole à M. Selah Mourad qui va parler justement de ces cas individuels. Je vous remercie, M. Soualem. Donc je voulais juste rebondir sur la question des cas particuliers et notamment les communications qui ont été faites se rapportant sur la loi relative à la charte et notamment l'article 45. Je dirais tout simplement, est-ce que les cas sur lesquels vous êtes en train de parler, est-ce que c'est des cas ou des personnes qui ont réellement déposé des plaintes en Algérie, qui ont réellement suivi tout le process judiciaire? Et bien sûr, vous savez très bien que les mécanismes qui sont mis en place mettent cette obligation et cette forme qui dit que toute communication, toute plainte ou toute allégation devrait
impérativement ou préalablement avoir épuisé toutes les voies de recours. Maintenant, si des personnes qui, sur la base d'un article, disent que non, cette loi ne permet pas parce qu'elle prévoit une certaine immunité, mais c'est un raisonnement qui est totalement absurde. Et je vous dirais que les parquets, que les juges d'instruction sont pratiquement indépendants à recevoir ces plaintes, à les étudier et laisser-leur le temps de statuer sur ces requêtes et d'en épuiser tout le processus qui est prévu par le Code de procédure pénale. Je pense que c'est ce qui est prévu et c'est ce qui est d'us et coutume au niveau du comité pour ce qui est des communications et des plaintes. Voilà. Donc, pour revenir à la question des non-geneurs, en tant que magistrat et en tant que directeur au niveau du ministère des Affaires, du ministère de la Justice, aucun article de loi, aucune disposition pénale ne peut être appliqué pour quelqu'un ou à l'égard de quelqu'un qui n'observe pas le jeûne. Je défie toute personne de m'apporter une disposition du Code pénal qui prévoirait une disposition à l'encontre d'une personne qui n'observe pas le jeûne. Encore plus que ça. Nous avons maintenant, malheureusement, pour notre pays, des personnes qui sont médicalement, qu'il leur est impossible d'observer le jeûne. Nous avons un nombre assez important maintenant de diabétiques, nous avons un nombre assez important d'hypertendus, mais qui sont médicalement interdits d'observer le jeûne. Et ces gens, ils travaillent, ils ont un quotidien. Et comment ils font? C'est des gens qui n'observent pas le jeûne, qui boivent, mais ils ne portent pas une pancarte comme quoi que je suis diabétique, mais c'est des gens qui prennent leur café, qui sont obligés de s'alimenter. Mais je ne sais pas d'où on ramène ces allégations, mais je vous assure que beaucoup de mes connaissances n'observent pas le jeûne. Ils sont obligés de manger même dans leur lieu de travail. Et il n'y a pas de poursuite pénale contre les non-jeûneurs. J'ai entendu une question, est-ce qu'il y aurait une protection? La loi protège toute personne qui se trouve en Algérie et toute personne qui ferait l'objet d'une quelconque agression, qu'elle soit verbale ou physique. Pour ce qui est des aveux obtenus sous la torture, comme le disait M. Soualem, en entendant ce débat, je me suis posé la question, réellement est-ce qu'on parle de l'Algérie? Est-ce qu'on parle réellement de mon pays? Ce qui a été réalisé depuis pratiquement 2004 jusqu'à 2018, je le considère, en comparant avec ce qui se fait dans la région, mais c'est une révolution qui a été faite au niveau du Code de procédure pénale. Admettre l'avocat à la première heure de la garde à vue, écoutez, je ne pense pas qu'il y ait un pays qui de la région qui ait consenti à mettre en place cette garantie. C'est incroyable. Alors, une question qui a été aussi soulevée, est-ce que la présence de la famille, si la personne gardée à vue, s'il y a la présence de sa famille, ça veut dire que la présence de l'avocat ne pourrait pas être admise? C'est faux. C'est une lecture erronée des textes. Mais ces garanties sont admises. Donc on peut recevoir pendant la garde à vue et la présence et la visite de sa famille et la visite de l'avocat. Tous les lieux de garde à vue ont vu l'installation des bureaux au profit des avocats. Alors parler de torture, je pense que, à mon avis, ce que je dis en tant que praticien, il m'est très très rare maintenant de rencontrer un rapport sur un cas de torture. Et d'ailleurs, même quand on le rencontre, on est tellement curieux de savoir parce que c'est quelque chose qui est complètement dépassé chez nous. Il n'y a plus de torture en Algérie. Arrêtons maintenant. Si des cas il y en a, c'est des cas complètement individuels et que chaque personne qui l'aurait commis n'a qu'à assumer sa responsabilité pénale à lui tout seul. Mais comment peut-on admettre que cette torture serait généralisée? C'est impossible. Alors on a corrompu tout le process, même les médecins. Toute garde à vue est conditionnée par une visite des médecins. Toute garde à vue. Donc est-ce que ce médecin aussi est corrompu? Est-ce que ce médecin ne voit rien? On a mis des garde-fous qui sont tellement admis dans le raisonnement des personnes sensées. Donc toute garde à vue doit finir par
une visite médicale. Toute personne gardée à vue pendant la garde à vue a le droit de demander. Les procureurs de la République, on vous a donné le nombre de visites de lieux de garde à vue. C'est des visites inopinées, qui ne sont même pas programmées, qui sont faites de nuit. C'est des garde-fous qui sont là. Et des organisations même internationales qui ont le droit, le CICR, qui visite des lieux de garde à vue. Pour ces dernières années, je vois rarement des rapports sur des tortures commises dans des lieux de garde à vue. Une autre disposition qui est très importante. La visite médicale dans un établissement carcéral est obligatoire. Nous avons toute institution, tout établissement carcéral a ses propres médecins. C'est des mécanismes et des garde-fous qui sont mis en place et qui, pour nous rassurent de manière assez à l'aise par rapport à des faits de torture. Même les chiffres relatifs à la torture sont complètement minimes. Ces dernières années, on est complètement à l'aise par rapport à ça. Croyez-moi, je sais ce que je dis et je sais de quoi je parle. On a parlé d'un chiffre de 11% par rapport à la détention préventive. Pour ce qui est des pénalistes et pour ce qui est des criminologues. Ils connaissent un petit peu ce chiffre qui, pratiquement, est un chiffre très dynamique. Tout dépend des saisons. D'accord ? Donc, je pourrais aussi vous dire que si ce chiffre a été communiqué, le 11%, qui est dans les standards des normes internationales, beaucoup de pays européens ont des chiffres un peu plus élevés. Et je connais les chiffres de quelques pays. Donc, nous sommes dans les normes internationales. Nous sommes dans les normes onusiennes par rapport aux règles minima, les règles mondiales en matière de détention. Donc, nous sommes parfaitement à l'aise. Et je tenais seulement à apporter une petite clarification par rapport à ce chiffre qui trouve un petit peu son explication dans la mesure où nous avons vécu ces derniers mois un changement dans la procédure pénale. C'est que avant la modification de 2015 qui est rentrée en vigueur en 2016, c'est que pour ce qui est des crimes ou des délits en flagrant délit, ce qu'on appelle les procédures de flagrance, c'était les procureurs de la République qui avaient cette compétence à traiter des dossiers et à décerner des mandats de dépôt à l'encontre des personnes. En 2015, nous avons opté à une nouvelle procédure, un nouveau mécanisme judiciaire qui est ce qu'on appelle la comparution immédiate. Les procureurs, désormais, n'ont plus compétence à mettre sous mandat de dépôt. C'est les juges du siège. Donc, lors de cette mutation procédurale, on a réellement connu un petit flottement qui a fait que ce chiffre a légèrement augmenté. Je vous dirais que pour le moment, nous sommes dans les 10% de la population carcérale qui serait dans ce qu'on appelle les détenus provisoires. Et c'est une norme qui est complètement admise au niveau des normes onusiennes en la matière. Pour ce qui est de la protection des enfants demandeurs d'asile et qui seraient exploités dans la sexualité, je tiens à vous exprimer, à vous rappeler que l'Algérie vient de promulguer un texte qui est la loi relative à la protection des enfants. Nous avons un délégué national qui est chargé de la protection de l'enfance. Nous avons aussi mis en place, pour ce qui est du domaine de la traite des personnes, nous avons un nouveau mécanisme. C'est le Comité national de la prévention et de la lutte contre la traite des personnes. Donc, tout enfant qui se trouverait en situation d'exploitation égale à la traite. Nous avons une loi qui s'est inspirée, qui réprime la traite des personnes, s'inspire des protocoles de la Convention de Palerme, les 3 protocoles. Nous avons parfaitement transposé la Convention de Palerme et ses 3 protocoles additionnels, et nous avons mis en place des mécanismes qui puissent assurer un suivi, mais très regardant et très pointu, sur les aspects qui sont liés à la criminalité transnationale et notamment la traite des personnes. Et de surcroît, quand c'est des enfants qui y sont victimes. Donc, nous avons des centres qui sont dédiés, nous avons des juges des mineurs qui sont saisis automatiquement quand il s'agit d'enfants victimes d'une infraction, et s'ils sont étrangers et qu'ils ne sont pas en compagnie de leurs parents, ils sont mis dans des centres spécialisés et ils font l'objet d'un suivi médical et psychologique très poussé. Et je vous remercie. Merci. Juste pour rebondir sur cette question d'indépendance de la justice.
le Conseil supérieur de la magistrature est un organe indépendant formé majoritairement de magistrats. Ce sont les magistrats qui organisent le mouvement des magistrats, qui organisent la retraite et la sortie en retraite des magistrats, qui sanctionnent les magistrats. Ils se réunissent en formation disciplinaire. Le Conseil supérieur de la magistrature arrête les tableaux qui sont soumis au président de la République, gardien de la Constitution et des libertés. Délègue le ministre de la Justice pour être présent. Mais cela ne change rien en la composition majoritaire qui délibère sur les magistrats. Effectivement, le président de la République, comme dans d'autres pays, prend les décrets de nomination. Mais tout ce travail est fait par le Conseil supérieur de la magistrature, soumis à la signature du président de la République. Je ne pense pas, parce que les magistrats sont investis par un décret, que l'indépendance du pouvoir judiciaire pourrait prêter à équivoque qu'il ne serait pas indépendant. Le premier président, le premier chef du corps de la magistrature sont sous la coupe du premier président de la Cour suprême. C'est ça le corps judiciaire. L'administration, le ministère de la Justice a dans ses démembrements les parquetiers qui sont en charge de défendre la société. Mais le corps de la magistrature est régi d'abord par le statut des magistrats, et c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui organise les carrières d'avancement, de retraite, de mutation, de permutation, soumis pour être portés dans l'investiture par un décret présidentiel. Nous venons d'organiser des élections de renouvellement partiel du Conseil supérieur de la magistrature, où des magistrats ont été élus par leur pairs. Je rappellerai encore un autre détail, qui est quand même de taille, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa composante en situation disciplinaire, est présidé par le président de la Cour suprême. Donc, et l'administration et monsieur le ministre de la Justice n'est pas le président du Conseil supérieur de la magistrature qui se réunit sur sa forme disciplinaire. Donc le Conseil supérieur de la magistrature est un garant assez suffisant de cette indépendance. Je donnerai un petit peu les chiffres par rapport aux magistrats. Je crois qu'il y a des chiffres qui ont été demandés. Nous avons actuellement une composante de 6400 magistrats, donc près de la moitié sont des femmes. Pour ce qui est des procureurs de la République, nous avons un chiffre qui dépasse un petit peu les 450 magistrats du parquet. Et je dirais que l'indépendance du parquet n'est pas prévue par les textes, étant donné que le parquet reste hiérarchisé comme ce qui se fait au niveau de tous les autres pays. Le parquet est hiérarchisé, tout le contraire des juges du siège et des juges d'instruction qui sont complètement indépendants dans le traitement de leurs dossiers et dans leurs décisions. Je vous remercie.